Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va servir de petit quiz pour tester vos connaissances dans le développement cognitif et après avoir fait la mémoire, on s'attaque maintenant aux fonctions exécutives et à la théorie de l'esprit. Alors juste dans le quiz, comme dans mes précédentes vidéos en fait, je n'ai pas parlé d'une petite partie sur la théorie de l'esprit, c'était la partie des facteurs, enfin c'était la partie des facteurs socioculturels dans le développement cognitif pour être plus précis. Et du coup, oui, dans ce quiz-là, il n'y aura pas non plus de cette petite partie. Tout simplement car j'ai un peu des difficultés quant à cette partie, du coup, je préfère ne pas essayer d'expliquer des choses que je ne comprends pas. Ça risque d'être plus nocif qu'autre chose. Bon, sur ce, commençons à parler de ce que je maîtrise un peu mieux. Et on commence tout de suite avec des informations générales sur les fonctions exécutives. Et donc la première question est la suivante. Quelles sont les trois principales fonctions exécutives décrites par Miyake et collaborateurs en 2000? Alors, les trois principales fonctions exécutives décrites par Miyake et collaborateurs en 2000 sont l'inhibition, la mémoire de travail et la flexibilité mentale, pardon. D'ailleurs, je m'excuse pour le petit D qui manque. Ensuite, pour quelles autres fonctions exécutives l'inhibition, la flexibilité mentale et la mémoire de travail servent-elles de base? Alors, ces trois fonctions exécutives servent de base pour d'autres plus complexes, comme la planification ou encore le raisonnement. Il y a aussi la résolution de problèmes. Ensuite, quand les trois fonctions exécutives de base émergent-elles et jusque quand se développent-elles? Alors, ces trois fonctions exécutives émergent d'abord sous forme rudimentaire dès l'âge préscolaire, donc c'est-à-dire autour de 4-5 ans, et elles se développent toutes jusque l'adolescence, mais elles ont cependant des rythmes bien différents. Et encore une fois, j'ai fait une faute, j'écris on, O-N au lieu de O-N-T. Il faut forcément qu'il y ait des petites fautes de temps en temps. Alors là, c'est la dernière question pour les infos générales, donc la première partie de cette vidéo. Résumer le modèle de Diamond en 2013 sur le développement des trois fonctions exécutives. Alors en fait, il ressemble un petit peu à ça, j'ai un peu représenté sous forme de schéma. Donc autrement dit, il y aurait une première... euh, les fonctions exécutives seraient un peu soudées sous forme rudimentaire à l'âge préscolaire. Donc là, notamment la mémoire de travail et l'inhibition qui serait en fait une seule petite fonction rudimentaire. Et il y aurait une dissociation vers 5-6 ans où la mémoire de travail et l'inhibition seraient toujours liées et matureraient chacune de leur côté. Et à partir d'un certain niveau de maturation, donc vers l'âge de 9 ans, la flexibilité mentale deviendrait possible. Donc ça, c'est le modèle de Diamond. Ensuite, on passe à l'inhibition. Quelle erreur découverte par Piaget montre une absence d'inhibition motrice? Alors, il s'agit de l'erreur A non B de Piaget, qui permet de montrer une absence d'inhibition motrice chez les bébés autour de 8 mois. Mais cette erreur stoppe le plus souvent autour de 1 an. Donc A non B, je rappelle, c'est quand on cache un objet derrière une serviette A, et à un moment donné, on cache l'objet sous la serviette B, et l'enfant va tendre vers la serviette A, en fait. Alors qu'il peut-être, enfin, qu'il savait, qu'il avait perçu que l'objet était caché sous l'autre serviette. Alors ensuite, en quoi consiste le paradigme de l'inhibition comportementale créé par Michel et Moore en 1973? Alors, alors ce paradigme consiste à mettre une récompense face à l'enfant, donc par exemple un chamallow, et de lui demander de ne pas y toucher s'il souhaite en avoir davantage au retour de l'expérimentateur. Donc par exemple, l'expérimentateur partait une dizaine de minutes, et si il y avait toujours le chamallow, l'expérimentateur lui en donnait deux au lieu d'un. Et à 3 ans, les enfants ne contrôlent pas leur envie immédiate et choisissent de s'octroyer la récompense dès que l'expérimentateur part. Donc dès que l'expérimentateur part,
ils mangent le chamallow et ils attendent qu'ils reviennent, ils n'auront pas de récompense supplémentaire, c'est pas grave. Enfin, ils auront mangé dans l'immédiat leur seul chamallow, quoi. Ensuite, quand l'inhibition motrice et l'inhibition comportementale se développent-elles le plus? Donc là, c'est une période où les progrès sont les plus importants, au sens où ce n'est pas linéaire. Alors en fait, le plus gros du développement de l'inhibition motrice se passe durant la période préscolaire, donc entre 3 et 6 ans réellement, et l'inhibition comportementale est plus progressive avec les plus gros progrès présents jusque 9 ans. Donc ensuite, qu'a montré Huizenga et collaborateurs en 2006 avec une tâche de flanker task, enfin une flanker task, parce que là du coup tâche task, ça fait répétition, et une tâche de Stroop cognitif. Donc là tout à la fin de la vidéo, je vous montrerai à quoi ressemble cette tâche. Après j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'était le sixième résumé. Alors du coup, ce qu'ils ont montré, c'est que pour des sujets âgés de 7 à 21 ans, c'était leur tranche d'âge qu'ils avaient étudié, ils ont montré que l'inhibition motrice se poursuivait jusque l'âge de 11 ans. De 7 à 11 ans, il y avait toujours des progrès dans l'inhibition motrice. Pour l'inhibition comportementale, ils ont observé des progrès modestes jusqu'à la fin de l'adolescence. Donc globalement ici j'ai fait un tout petit schéma récapitulatif. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir les chiffres, mais en gros l'abscisse c'est l'âge, donc ça va de 1 à 18 ans. Et l'ordonnée c'est un peu les pourcentages arbitraires, hein. Le but c'est vraiment de comprendre en fait à quel moment, donc là c'est en truie, à quel moment les progrès sont le plus importants. Donc pour la courbe, la première courbe c'est la courbe de la série 1, c'est la courbe de l'inhibition motrice. Donc on voit que là c'est surtout pendant la période préscolaire, donc de 3 à 6 ans qu'il y a les plus forts progrès. Alors que pour l'inhibition comportementale, c'est plus de 6 à 9 ans qu'il y a les plus forts progrès. Et ensuite, on a Huizenga et collaborateurs qui ont montré que à 11 ans, on avait toutes nos capacités en inhibition motrice, et cependant, jusqu'à la fin de l'adolescence, il y avait toujours des progrès de mesurer dans l'inhibition comportementale. Après, ils ont mis fin de l'adolescence, moi je me suis arrêté à 18 dans le schéma. Je pense que 18 ans, fin de l'adolescence, ça correspond plutôt bien. Et donc voilà, c'était juste un tout petit graphique pour essayer de visualiser les progrès des deux inhibitions. Donc là, il y a une petite question pour la mémoire de travail, parce qu'on a déjà beaucoup parlé précédemment ben, dans les résumés de cours magistraux précédents et dans le précédent quiz aussi sur la mémoire de travail. Donc dans quelle période et de quelle façon la mémoire de travail se développe-t-elle? Quels mécanismes sont responsables de la mémoire de travail? Donc ça sera la seule question là-dessus parce qu'on a déjà bien parlé. Alors du coup, la mémoire de travail se développe de 6 ans et jusque la fin de l'adolescence de façon un peu linéaire, donc progressive et linéaire. Donc des mécanismes de maintien de l'information ainsi que du traitement des informations sont responsables de la mémoire de travail. Donc le maintien de l'information, c'est typiquement le stockage et le rafraîchissement avec le calepin visuospatial ou la boucle phonologique. Et le traitement des informations, ces mécanismes-là, c'est notamment l'administrateur central qui vient en fait traiter les informations et potentiellement pouvoir faire des opérations. Typiquement, vous savez, dans les empans en verre. Alors, du coup, on passe à la flexibilité mentale, que nous permet la possession d'une bonne flexibilité mentale. Donc, au niveau des épreuves, de diverses tâches. Alors, elle nous permet de changer de tâche, de stratégie ou encore de comportement efficacement et rapidement. Donc, typiquement, c'était le changement de. Oui, c'est un changement, par exemple, de consigne. On change le but en fait, finalement. D'ailleurs, là, ça sert cet exemple. En quoi consiste la switching task du DCCS créé par Zelazo en 2006? Donc le DCCS, c'est une version pour enfants du Wisconsin, donc du WCSC Card Setting 7 ou je sais plus trop comment ça s'appelle. Donc oui, c'est une version pour enfants du Wisconsin. Et ensuite, quelle critique cette tâche a-t-elle reçue? Alors, elle consiste à changer la façon de trier des cartes. Donc en fait, on avait des cartes avec des formes et des couleurs.
C'était des formes colorées, et donc soit on les triait selon la forme, soit on les triait selon la couleur, une fois que l'expérimentateur lui avait demandé à l'enfant, typiquement un consigne, donc il lui demande par exemple au début de l'expérience de trier selon la forme, hop, il trie selon la forme, les carrés avec les carrés, les triangles avec les triangles, et après bim, l'expérimentateur demande au bout de 6 essais réussis, maintenant tu passes à la couleur, hop, jaune, vert, bleu, etc. Et en fait, cette tâche a été critiquée car elle semble plus tester la mise à jour, donc là ça fait partie de la mémoire de travail, et l'inhibition plutôt que la flexibilité mentale. Tout simplement parce qu'en fait, on ne demandait dans cette tâche qu'une seule fois, alors que la flexibilité mentale, c'est vraiment une sorte de changement très récurrent en fait. Et donc d'ailleurs, question suivante, comment cette tâche est-elle finalement devenue une tâche de flexibilité mentale? Autrement dit, comment ils l'ont modifiée suite aux critiques, pour qu'elle mesure ce qu'elle est bien censée mesurer. Alors elle a été modifiée en ajoutant des bordures. La présence ou l'absence de bordures venait indiquer la façon dont la carte devait être triée. Donc par exemple une présence de bordure montrée sur la couleur, j'avais dit présence ou absence. Donc présence, couleur, absence, forme par exemple. C'est le changement récurrent de consignes et sans passer par l'expérimentateur qui font que cette tâche permet de mesurer la flexibilité mentale. Donc c'est vraiment une idée de changement très récurrent et très rapide en fait. Donc comment Carlson en 2005 explique-t-il l'absence de flexibilité mentale à l'âge de 6-7 ans? Je rappelle, la flexibilité mentale, ça apparaît le plus souvent vers 8-9 ans. Alors, selon Carlson, l'absence de flexibilité mentale est due à l'immaturité de la mémoire de travail. Donc, je rappelle, la flexibilité mentale, elle est possible que grâce à la maturation et la coordination de la mémoire de travail et de l'inhibition. Donc là, forcément, s'il y en a un des deux qui est encore immature, ça va être compliqué d'avoir une flexibilité mentale efficiente. Et donc celle-ci ne permettrait pas d'interpréter efficacement l'indice externe, autrement dit la bordure, en une consigne interne, autrement dit du tri en couleur ou du tri en forme. Ainsi, l'enfant ne pourrait pas avoir de but précis quand la bordure est présente ou non. Encore une fois, j'ai fait une faute, j'ai mis deux verbes, j'ai fait ça un peu trop vite. Faut vraiment que je fasse attention à ne plus me relire. Mais du coup, vous comprenez l'idée, c'est que globalement, il n'arrive pas à transformer l'indice externe en une consigne précise, à cause d'une mémoire de travail immature. Alors ensuite, quelles distinctions Zelazo et Muller en 2002 ont-ils reportées dans les fonctions exécutives? Alors en fait, ils ont apporté une distinction entre des fonctions exécutives chaudes et froides. Donc les fonctions exécutives chaudes seraient présentes s'il y a une récompense ou une certaine motivation à atteindre un but. Donc autrement dit, il y a un contexte un peu émotionnel et un peu proche de la vie quotidienne, c'est-à-dire écologique. Un contexte écologique, c'est proche de la vie quotidienne. Du réel, autrement dit. Les fonctions exécutives froides correspondent plus à l'absence de part affective ou émotionnelle. Donc là, c'est plus un contexte de laboratoire où on cherche juste à te mesurer et toi, t'as aucune émotion, enfin, t'as aucune motivation, si ce n'est de savoir si t'as une bonne flexibilité mentale, par exemple. Donc t'as pas vraiment de motivation, autrement dit, à atteindre le but. Alors ensuite, en quoi consiste l'Iowa Gambling Test et que permet-il de mesurer? Alors du coup, l'Iowa Gambling Test consiste en 4 tas de cartes, dont 2 tas prudents et 2 tas risqués. Donc en fait, il y a des tas qui te permettent d'avoir un gain d'argent à long terme, et d'autres qui, au long terme, te font plus perdre de l'argent. Donc là, c'est cette notion d'argent qui fait qu'il y a une sorte de motivation, euh, et c'est ce qui rend en fait ici les fonctions exécutives chaudes. Et donc effectivement, ça permet de mesurer les fonctions exécutives chaudes, comme tout paradigme en fait, qui sont écologiques. Après là, c'est le principal qui a été donné lors du CM. Alors ensuite, les fonctions exécutives chaudes se développent-elles plus tardivement que les fonctions exécutives froides? Donc bien que ce soit une question fermée, je ne peux pas m'empêcher de rajouter des détails. Les fonctions exécutives chaudes se développent plus tardivement
que les froides. Donc autrement dit, bah oui, et cette différence pour expliquer les conduites à risque des adolescents. Et d'ailleurs, parlant d'adolescents, que nous montre Poon en 2016 sur le développement des fonctions exécutives chaudes et froides durant l'adolescence? Donc là, il me semble que c'est la dernière question. Alors, Poon en 2016, ah non, pas du tout, c'est pas du tout la dernière question parce qu'après il y a la théorie de l'esprit. Poon en 2016 nous montre que les fonctions exécutives chaudes connaissent une régression à l'âge de 14-15 ans, contrairement aux fonctions exécutives froides. Donc, autrement dit, alors que c'est censé être une sorte de progression, là il y a une régression à un âge 14-15 ans qui ne s'applique qu'aux fonctions exécutives chaudes et ça correspond à la période dans laquelle l'adolescent prend le plus de risques. Et donc globalement là j'ai fait un petit peu un petit un petit résumé de ce qu'on a vu, très globalement. J'avais déjà fait ça dans le J'avais déjà fait ça dans une autre vidéo, où en fait on a le modèle Diamond avec la mémoire de travail et l'inhibition qui permet de la création de la flexibilité cognitive ou mentale à 9 ans. Pour Huizinga, on a avec les deux flèches, c'est la flanker task, et à gauche, avec l'ensemble de flèches, avec celle du milieu qui est congruente ou non, ça c'est le Stroop cognitif, donc pour mesurer l'inhibition comportementale. Et pour finir, j'avais fait un tout petit graphique avec une courbe en U qui montre l'évolution de l'inhibition comportementale, non pardon, des fonctions exécutives chaudes à l'âge de 14-15 ans. Donc là c'était dans l'expérience de Poon en 2016. Donc voilà, j'avais déjà fait ça, j'ai juste recyclé là en fait. Voilà, faut recycler. Et donc maintenant on passe à la théorie de l'esprit, donc c'est la dernière partie de ce petit quiz. Petit je sais pas finalement. Et du coup, quelles connaissances pouvons-nous avoir avec la théorie de l'esprit? Donc sans elle, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas avoir finalement? Donc la théorie de l'esprit peut nous permettre de construire des connaissances basées sur les pensées, les intentions, les croyances ou encore les désirs d'autrui. Donc en gros, on rentre dans la tête de l'autre. Ces connaissances sur les états mentaux d'autrui permettent de mieux comprendre, expliquer et prédire des comportements. Autrement dit, c'est d'être un peu dans une forme d'adaptation où on comprend autrui pour essayer de un peu l'anticiper, autrement dit. Donc, à quel âge l'enfant comprend et est réceptif à l'intention partagée? Donc l'attention, c'est une question un peu piège. Parce que l'enfant comprend l'intention partagée à 2 ans, autrement dit, il peut par exemple faire tourner la tête de l'adulte en face de lui pour lui montrer une certaine chose, mais par contre, il n'est réceptif qu'à 3 ans. Donc ce n'est qu'à 3 ans que lorsque l'adulte lui montre quelque chose pour qu'il se retourne, par exemple, il pointe du doigt derrière lui quelque chose, ce n'est qu'à 3 ans qu'il va y être réceptif et donc se retourner. Donc il l'applique avant de pouvoir se l'appliquer sur lui-même, en termes de développement. Donc là, c'est pour l'attention partagée. Donc ensuite, que nous montre l'expérience de Max et Chocolat? Je sais plus si c'est ça le nom. Moi, j'ai retenu l'expérience de Max et Chocolat. Donc c'est avec le placard, là. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux dire. C'est une expérience un peu stylée, donc on l'avait vu en L2, donc si vous la voyez, tant mieux. Que les enfants, sur les enfants d'âge préscolaire. J'ai mis que les enfants, mais c'est sur les enfants d'âge préscolaire. Faut vraiment que je fasse gaffe avec les fautes, hein. Alors du coup, ce que Max et le chocolat permettent de tester, c'est tout simplement la capacité à comprendre les fausses croyances que peut avoir autrui. Donc par exemple, croire que Max, euh, enfin avoir une connaissance d'une croyance de Max, par exemple, que le chocolat est est à un certain placard, quoi. Et en fait, cette compréhension des fausses croyances, elle n'apparaît qu'autour de 5 ans. Donc c'est-à-dire vers 4 ans, l'enfant va dire uniquement la bonne réponse, va uniquement basée sur le réel, sur ce qu'il sait, et pas sur ce que pourrait croire, bah, par exemple, Max. Ensuite, ouais, d'ailleurs j'ai oublié de mettre le petit point, mais ça c'est rien. Que nous montre l'expérimentation de Sodian et Wimmer en 1987 sur le raisonnement inductif? Donc là, avant, je vais juste vous rappeler un peu l'expérience. Donc globalement, en fait, on a un expérimentateur qui a une boîte transparente avec
des billes d'une ou de deux couleurs à l'intérieur. Donc ça dépend, c'est une VI, donc ça dépend. Donc face à lui, il y a un enfant, une poupée et deux écrans. Selon les conditions, l'enfant ou la poupée a l'écran face à lui, donc ne peut pas voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'expérimentateur va mettre une bille de la boîte, pardon, je crois que j'ai fait un peu de bruit, je m'excuse, une bille de la boîte dans un sac opaque. Et donc en fait, le but c'est de deviner si on peut savoir de quelle couleur est la bille à l'intérieur. Et donc le long, ça c'est le raisonnement inductif parce que c'est est-ce qu'on peut savoir sans avoir vu la couleur de la bille à l'intérieur du paquet, enfin du pack opaque. Donc ça c'est uniquement possible s'il y avait que des billes d'une seule couleur dans la boîte. Donc là je sais pas si c'est bien clair parce que après j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Donc du coup l'expérience elle nous montre que les enfants peuvent opérer un raisonnement inductif dès 4 ans, donc autrement dit, dès 4 ans, s'ils ont l'écran face à eux et qu'il n'y avait qu'une seule couleur dans la boîte, les enfants vont deviner la couleur de la bille dans le pack, donc par exemple dans le sac opaque. Donc par exemple, il n'y avait que des billes bleues, donc l'enfant saura que là-dedans, dans le sac opaque, c'est forcément une bille bleue. Mais ils comprennent qu'autrui peut l'appliquer qu'à 6 ans. Donc, typiquement, avant 6 ans, ils pensent que la poupée qui avait l'écran ne pouvait pas savoir euh, la couleur euh, de la bille contenue dans le sac opaque, malgré que dans la boîte transparente, il n'y avait qu'une seule bille. Donc j'espère que ça c'est un peu. Enfin, que des billes d'une même couleur. Donc j'espère que ce que je dis c'est un peu clair. Mais n'hésitez pas au pire à aller revoir parce que j'avais fait même un petit schéma là-dessus. Donc du coup je m'étale pas trop là-dessus. Et puis voilà, on passe du coup à la question suivante. Donc d'après l'étude de Bassano et Champeau, donc là c'est encore une autre grosse étude, en 1983, enfin grosse étude au sens complexe. À partir de quel âge l'enfant arrive-t-il à bien distinguer les verbes savoir et croire? Donc d'après le résultat, ce n'est qu'à partir de 8 ans que les enfants arrivent à distinguer les verbes d'état mentaux, savoir et croire. Donc là, je vous invite encore une fois à essayer de retourner peut-être dans les diaporamas du cours, où ils montraient l'expérience avec les poupées, les boîtes fermées, les yeux fermés, s'il y avait une bille ou pas dans la boîte, etc. L'expérience est un peu complexe et j'en ai déjà parlé. Et aussi, la part syntaxique des phrases peut rester complexe même à 10 ans. Par exemple, pour différencier je sais que et je sais si. Par exemple, je sais que j'ai une bille. Ça veut dire que forcément oui, tu as la bille, alors que je sais si j'ai une bille, ça peut vouloir dire que oui, tu as une bille ou non, tu n'as pas de bille. Donc je sais si j'ai une bille, ça s'applique pour la possession ou la non-possession en fait. Donc ensuite, quels auteurs ont étudié la croyance de second ordre? Donc autrement dit, je crois qu'il croit. Et quels résultats ont-ils obtenus? Donc ça c'était une principale étude donnée en cours. Et donc il s'agit de Wimmer et Pernet en 1985, qui ont étudié la croyance de second ordre, donc je crois qu'ils croient, avec la tâche du marchand de glace qu'ils ont créé. Donc encore une fois, j'ai vraiment fait une big vidéo là-dessus, avec plein d'expériences, plein de schémas. Enfin, pas plein d'expériences, mais plein de schémas récapitulatifs. Donc si vraiment vous pigez pas, je vous conseille d'aller la voir, si vraiment vous avez des difficultés. Et il montre j'ai vraiment pris mon temps, il montre une distinction entre les deux niveaux de croyance qu'à partir de 7-8 ans. Cette capacité se développerait jusqu'aux alentours de 12 ans. Donc autrement dit, on n'a pas de croyance de second ordre avant 7-8 ans, quoi. Ensuite, qui a créé la tâche des faux pas? Comment les enfants progressent-ils sur cette tâche? Je vous rassure, la vidéo est bientôt finie. Là, il s'agit de Baron Cohen et collaborateurs en 99 qui ont créé la tâche des faux pas. Elle permet de, elle permet de mesurer les composantes cognitives et affectives de la théorie de l'esprit. Donc il y a une part cognitive et affective au sens où on comprend les émotions que pourrait avoir autrui. Et cognitive, on comprend l'incorrect du correct globalement. Donc les filles sont globalement meilleures que les garçons et font les plus gros progrès avant eux. Donc là, c'était une étude sur des enfants de 7 à 11 ans, avec des petites histoires, il me semble.
Et globalement, les filles, elles ont des plus gros progrès de 7 à 9 ans, alors que les garçons, les plus gros progrès qu'ils font, c'est de 9 à 11 ans. Et malgré cette différence, les filles restent toujours au-dessus des garçons en termes de moyenne, de compréhension et enfin, de composantes cognitives et affectives. Donc il faut pas donc, ils comprennent mieux l'erreur, ils comprennent mieux ce qui ne va pas, globalement. Donc la tâche de pas, oui, c'est quand quelqu'un, dans une petite histoire, fait une erreur, quelque chose qui n'était pas, qui ne devait pas être. Voilà. Donc il y avait l'exemple avec Richard et Jean, je crois, je sais plus trop, mais j'en avais encore parlé dans cette, dans une petite vidéo sur, justement, c'était le résumé du sixième cours magistral. Alors, ça c'est la dernière question. Pourquoi la théorie de l'esprit est peu étudiée chez l'adolescent? Alors, la théorie de l'esprit est peu étudiée chez l'adolescent car des effets plafonds sont observés sur les paradigmes actuels les plus populaires. Donc c'est sûr, si on fait l'expérience de Max et Chocolat, les adolescents, globalement, bah, ça va être un peu du gâteau pour eux, quoi. Alors j'ai cru que j'avais fait un schéma récapitulatif, mais non, je n'en ai pas fait. Voilà, c'est tout. Et ben du coup, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et puis sur ce, je vous souhaite de bonnes révisions, de bonnes fêtes de fin d'année, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.